Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo musicale où je vais vous parler d'un album important des années 90 et il s'agit de cet album que je vous présente, c'est l'album Dangerous de Michael Jackson. Donc c'est un album qui est sorti en 91, que j'avais acheté à sa sortie, que je réécoute beaucoup en ce moment et j'ai envie de vous partager mon avis sur cet album et vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu des chiffres, des généralités sur cet album. Je vais vous parler des singles qui sont sortis, vu que j'ai plein de 45 tours d'époque. Et puis je vais vous donner mon avis aussi sur les chansons, notamment les chansons qui ne sont pas sorties. Et voilà, je m'excuse également à l'avance pour les bruits qu'il pourrait y avoir de travaux, de pompiers. Bon, j'habite dans un environnement assez bruyant. Donc voilà, je vais commencer par vous expliquer un petit peu les différents aspects de cet album et je vais prendre des notes avec moi parce que j'ai pas tout appris par cœur. Alors donc quelques chiffres tirés de l'album Dangerous. Donc l'album Dangerous est sorti le 26 novembre 91. Il avait été précédé le 11 novembre 91 du single Black or White. Je vous montre ici la cassette de l'époque. C'était un format populaire dans les années 90. Alors assez incroyable, il y a 9 singles qui sont sortis de l'album Dangerous, ce qui est extrêmement rare. L'album en tout s'est vendu à 32 millions d'albums dans le monde, mais jusqu'à aujourd'hui, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de ventes encore dans les années 2000, 2010 et jusqu'à aujourd'hui. C'est l'album le plus vendu en 1992. Pour info, en France, il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, donc c'est une très belle performance. Et aux USA, 8 millions, mais comme on voit qu'il y a 32 millions d'albums, on peut voir que ça s'est vraiment vendu sur toute la planète. Que dire d'autre? L'inspiration, disait Michael Jackson à l'époque, c'était Tchaïkovski. C'est vrai que c'est un album très global, encore plus ambitieux que Thriller et Bad. Alors, bon, on est bien d'accord que la musique, c'est pas du Tchaïkovski, mais il y a des parties où il y a de la musique classique. Il y a vraiment la volonté de créer une musique comme une sorte d'opéra rock, quoi, en fait. Et la pochette de l'album que je vous remontre est signée Mark Ryden, donc c'est un artiste qui est, je pense pas l'artiste le plus connu à l'époque, mais qui est un artiste avec un style très baroque et très particulier, donc vous pouvez chercher sur Google ses peintures. Et c'est une pochette assez incroyable, très complexe, complètement hors du temps, pas du tout dans l'esprit des années 90, mais en fait c'est là où on voit que le projet est vraiment bien plus grand que l'époque, en fait, puisque c'est une sorte de tableau d'énigmes, cette pochette, il y a énormément de références, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et voilà, donc un album quand même assez hors du commun, qui pour moi est vraiment dans la droite lignée de ce qu'il avait entrepris avec Thriller et Bad, c'est-à-dire de créer des albums de plus en plus incroyables, et je pense que c'est un album, c'est peut-être son album le plus ambitieux. Je vous montre aussi, là il y avait le sticker, on voyait qu'il y avait déjà 7 singles annoncés, donc ça doit être une deuxième édition des années 90 pour qu'il y ait tous ces singles annoncés. Le CD qui était assez joli aussi pour l'époque. Voilà. Et donc je vais vous faire un petit peu le track listing de l'album et puis je vais vous parler à chaque fois des singles. Donc la première chanson de l'album c'est Gem avec une très belle pochette de disque. Donc c'est une chanson de New Jack Swing, c'est ce qu'on dit à l'époque, mais bon, pour moi c'est plus une chanson de pop futuriste. Mais c'est vrai que ça marque la nouvelle orientation musicale de Michael Jackson à cette époque. Et même si c'est fait, alors je sais plus qui c'est qui a travaillé avec, avec Michael Jackson sur cet album. Je vais regarder ce que j'ai pris la fiche Wikipédia de l'album qui est assez complète.
c'est Teddy Riley et Bill Bottrell qui ont travaillé avec Michael sur le son de l'album en fait. Donc ça s'entend vraiment bien sur Gem. Et il y a déjà un rap, il y a beaucoup de rap dans cet album, ce qui est une nouveauté pour Michael. Le rappeur c'est Heavy D, donc je me suis renseigné sur lui. C'est un rappeur qui a commencé sa carrière dans les années 80 et qui a fait des trucs assez sympas, et qui avait travaillé avec Janet Jackson. Donc voilà, il y a plusieurs chansons avec du rap. Alors, j'ai souvent entendu dire que les rappeurs n'étaient pas crédités. En fait, si, ils sont crédités, mais il faut vraiment regarder à l'arrière. Dans les crédits, c'est écrit en tout petit, c'est pas écrit en énorme, featuring, voilà. Jam, alors c'est rigolo comme mot parce que ça veut dire confiture, mais ça veut dire aussi bœuf musical, on va dire, ça veut dire une session musicale, on va dire. Donc là, c'est vraiment lié à l'idée de la musique. Et le thème de la chanson est assez difficile à comprendre, mais en gros, ça veut dire même si le monde va mal, il faut continuer à faire la fête et continuer à faire de la musique. Donc il y a un côté, d'ailleurs, qui rappelle un petit peu l'album de Janet Jackson, Rhythm Nation, c'est-à-dire un constat du monde qui est pas extraordinaire. Fin 80, début 90, il y a beaucoup d'artistes qui commencent à prendre des prises de conscience, des prises de position par rapport à l'état du monde. Donc on est dans des chansons pop plus engagées et en même temps il y a toujours cette volonté de célébrer la musique. Voilà. Moi c'est clairement une de mes chansons préférées de l'album, mais bon, vous verrez que j'aime toutes les chansons, hein, je vous le dis déjà. Voilà. Ah oui, et à signaler aussi le remix de Beat It par Moby en face B, qui est un remix que j'adore. Et donc ça n'a pas grand chose à voir avec l'album Dangerous, mais tous les singles de Jam ont ce remix il est même sorti sur un autre CD de Michael Jackson, je crois. Donc c'est vraiment un remix qui est génial. À chaque fois, tous les singles, il y a beaucoup de remixes qui sont sortis, des maxi 45 tours, des maxi CD l'année quoi. Ensuite en 2, on a Why You Wanna Trip on Me. Donc là, on a toujours ce R&B New Jack typique de l'album. Des chansons très longues, la plupart des chansons de l'album durent 6 minutes, mais on s'en rend même pas compte en fait. On a l'impression que c'est des chansons radio parce que c'est tellement complet comme session qu'on se pose pas la question. Why You Wanna Trip on Me, j'ai l'impression que c'est une chanson un petit peu sur les médias. J'ai l'impression que c'est une chanson où il ferait une sorte de mélange entre une histoire avec une femme et que ce soit comme un parallèle de la façon dont il est géré par les médias, dont il est critiqué par les médias. Donc voilà, c'est une chanson toujours très New Jack, très, très futuriste. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est comme toutes les chansons de l'album, ça aurait pu être un single. Ensuite, on a In the Closet. Donc In the Closet, on a le 45 tours ici. Donc vraiment une chanson mythique de l'album. Et si vous ne le savez pas, le duo, la femme qu'on entend parler, chanter dedans, c'est Stéphanie de Monaco. Ça n'a pas été révélé à l'époque parce qu'il voulait faire une surprise par rapport à ça. Il voulait que les gens le devinent. Il y avait un concours qui devait être organisé. Visiblement, ça a été annulé d'après Wikipédia en tout cas. Donc bon, la rumeur a très vite circulé que c'était Stéphanie de Monaco qui chantait. On reconnaît quand même sa voix, qui est une voix assez enfantine. Voilà, si vous connaissez les chansons de Stéphanie de Monaco, vous voyez ce placement de voix qu'elle a qui est typique. Donc il y a beaucoup de confusion parce qu'au départ, visiblement, ça devait être Madonna qui devait chanter avec Michael Jackson. Ils se connaissaient puisqu'ils ont fait des apparitions en commun dans les années 90. Et Michael Jackson a jugé que les paroles que proposait Madonna étaient trop osées. Donc ça a été annulé. C'est marrant parce qu'il y avait un duo avec Prince aussi qui avait été annulé dans les années 80. Donc il y a un duo avec Freddie Mercury qui avait été fait aussi par Michael Jackson, qui a été enregistré mais qui n'est pas sorti. Donc voilà, c'est assez rigolo. Finalement ça match très bien, la voix parlée susurrée de Stéphanie sur cette chanson. Et dans le clip, il y a Naomi Campbell. Donc
ça donne à penser que c'est Naomi Campbell qui chante, mais c'est pas non plus Naomi Campbell, encore que Naomi Campbell a fait une petite carrière de chanteuse. Très clairement, moi c'est une de mes chansons préférées de Michael Jackson en général, de l'album. Qu'est-ce que ça raconte, In the Closet? Ça raconte l'histoire d'un amour secret, ça raconte l'histoire d'une relation passionnelle. Et Michael dit il faut le garder secret, donc d'où l'idée de In the Closet. Voilà. En même temps, ce qui est assez amusant, c'est que In the Closet, c'est l'équivalent français de Au placard. Donc, là, on est clairement quand même dans une chanson où il parle d'une femme. Hein. On a presque l'impression, par rapport à la façon dont il décrit cette femme, c'est pas la première fois dans la chanson de Michael Jackson, qui parle d'une femme de mœurs légères, je dirais. Voilà, mais c'est pas très clair. Il y a toujours ce côté de céder ou de résister à la tentation d'une relation passionnelle. C'est un thème récurrent de toutes les chansons de Michael Jackson. Donc voilà, c'est vraiment une chanson en termes de structure, elle est extrêmement originale. Il y a deux refrains. Le premier refrain où il dit She want to give it, et après il y a le deuxième refrain où il dit le mot Keep it in the closet. Donc voilà, c'est une chanson très complexe au niveau de sa structure. Elle dure 6,31 pour la version album, et je pense que la version 45 tours doit être plus courte quand même. Elle dure 4,29 la version 45 tours. Et il y a bien écrit Mystery Girl, donc c'est Stéphanie de Monaco. Le clip est réalisé par Herb Briggs, qui était un des plus grands photographes américains, qui a photographié les plus grandes stars américaines et mondiales, dont Mylène Farmer en France. C'est un clip très très beau, très très réussi. Il avait réalisé un clip pour la sœur de Michael, Janet. Il a fait des photos de Michael à l'époque. C'est assez dommage qu'elle soit pas présente dans l'album, parce que le livret est très beau. Il y a des petits dessins issus de l'album, il y a tous les textes et tout. Par contre, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'il n'y a pas de photo de Michael, et il y avait une session photo qui avait été faite avec Herb Briggs à l'époque. Donc Herb Briggs, moi, c'est vraiment un de mes photographes préférés. J'adore. Donc voilà, In the Closet, chanson mythique. Qu'est-ce qu'on a après sur l'album? She Drives Me Wild. Donc là, voilà, tout le début, c'est que des tubes R&B, New Jack qui s'enchaînent. Si je me trompe pas, She Drives Me Wild, c'est cette chanson-là qui commence avec des klaxons. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué quand j'étais enfant. J'avais trouvé ça génial de faire une chanson avec des bruits de circulation, de route. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de très urbain. J'ai remarqué que les paroles, elles sont pas complètes sur l'album. Donc c'est peut-être par manque de place, c'est un peu bizarre, voilà. Donc voilà, la thématique c'est à peu près la même que In the Closet, hein. C'est toujours voilà, le fait d'être attiré, tenté par une femme mystérieuse, voilà. Il y a un rap aussi, et qui est-ce qui a fait le rap de... Donc après vérification sur Wikipédia, oui, il y a bien un rap de Aquill Davidson qui apparaît donc à d'autres reprises dans l'album. Et j'apprends sur Wikipédia qu'en plus du sample des klaxons et des voitures, il y a aussi un sample du tigre de Michael Jackson. Puisque si vous ne le saviez pas, Michael Jackson possédait énormément d'animaux exotiques, et ce depuis son enfance d'ailleurs, enfin vu qu'il est devenu célèbre à 9 ans, il avait un véritable zoo. Donc voilà, She Drives Me Wild, ouais, j'adore cette idée de pop urbaine, c'est entre le hip-hop, voilà, le New Jack, et le fait d'inclure comme ça des sons, et d'ailleurs moi je trouve que ça fonctionnerait aussi bien en première chanson que Jam en fait. Il y a vraiment cet aspect futuriste et hyper moderne. Ensuite, donc la chanson d'après, je revérifie, c'est bien Remember the Time. Donc Remember the Time. Alors là, je vais mettre le lien du clip, hein, parce que si vous n'avez pas vu le clip de Remember the Time,
genre un clip magnifique, un clip tourné peut-être pas en Égypte, mais dans un style égyptien. Voilà, je vous montre le 45 tours que j'avais acheté à l'époque quand j'étais enfant. Photo d'Airbridge dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, ça fait des belles photos qui auraient pu être dans l'album. Donc un clip vraiment magnifique qui a pu coûter une fortune, où Michael Jackson joue une sorte de prince magicien qui vient séduire une reine d'Égypte, mais qui n'est pas vraiment Cléopâtre, mais qui est... Voilà, il y a Eddie Murphy et Iman qui jouent dedans. C'est un film hollywoodien sur le temps d'un clip, quoi, voilà. Donc Remember the Time, c'est une chanson un peu romantique, c'est clairement une chanson romantique, c'est une chanson d'amour romantique, où il dit à son amour, est-ce que tu te souviens l'époque où on s'est rencontrés pour la première fois? La chanson est dédiée à Diana Ross d'ailleurs, je vois, c'est écrit là. C'est créé avec Teddy Riley, donc comme tout le reste de l'album. Donc voilà, c'est une chanson qui est plus smooth, qui est plus pop, qui est plus classique, on va dire, que le reste de l'album, mais qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, c'est un peu moins abrupt et agressif que les chansons précédentes. C'est sorti le 14 janvier 92, c'est le deuxième single de l'album Dangerous, et je pense que les ventes ont dû être assez impressionnantes. Alors je regarde. Troisième place au Billboard, ok. Premier au Billboard R&B, oui, parce qu'aux États-Unis il y a deux Billboards, donc c'est un peu bizarre. Top 10 dans 9 pays, première place en Nouvelle-Zélande, numéro 2 en Espagne, 3 au Royaume-Uni. Voilà, c'est ça. Et il y a Magic Johnson aussi qui joue dans le clip. Donc voilà, moi c'était une chanson que j'adorais quand j'étais enfant. Et je trouve que voilà, ça reste un grand classique de Michael Jackson. Et le clip, c'est vraiment un bijou. Après, donc, en numéro 6, Can't Let Her Get Away. Alors ça, c'est une chanson qui sort un petit peu du lot, on va dire, de l'album, dans le sens où c'est la chanson pour moi la plus pop, et on est plus dans l'esprit des chansons qui étaient sur Bad. Donc c'est assez sympa d'avoir une chanson un peu plus posée. C'est une chanson qui a un côté fun, et il y a pas beaucoup, comme c'est un album plutôt sérieux, il n'y a pas beaucoup de chansons qui ont un côté fun dans l'album. Donc voilà, il y a toujours des gimmicks qui sont hyper efficaces, c'est-à-dire des mots qui sont répétés, qui reviennent pendant toute la chanson. Donc voilà, moi j'aime franchement beaucoup cette chanson-là. Ensuite, on passe à un grand classique de Michael Jackson, et qu'il est de bon ton de réécouter en 2020. Heal the World. Alors je vais vous montrer le 45 tours que j'avais acheté à l'époque. Voilà, version française. Avec l'édit qui fait 4,32, je pense que l'original devait être plus long. Un grand classique, ouais, de Michael. En fait, on est dans la lignée de ses chansons caritatives, de ses chansons pour sauver le monde, quoi, on va dire. La pochette est quand même assez explicite par rapport à ça. Donc ça pourrait être une chanson caritative, mais ça n'est pas une chanson caritative. Moi, c'est une chanson que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, et honnêtement, après, c'est une chanson que j'aimais plus du tout. Je vais vous dire franchement, parce que je la trouvais trop mielleuse, trop entendue, trop mise en avant dans la carrière. Après, je trouve pas que c'est sa meilleure chanson. Je préfère largement The Hearth Song, qui est sorti quelques années plus tard. Mais là, quand je la réécoute, je me dis, waouh, c'est quand même une super belle chanson. Il y a plein d'arrangements, c'est presque cinématographique. Il y a une intro qui est assez longue, il y a une outro qui est assez longue.
donc des enfants qu'on entend chanter, qu'on entend rire dans la chanson. C'est on va dire, tout le message d'appel à la paix et à l'union de Michael Jackson qui est vraiment résumé dans cette chanson-là. Donc voilà, réparons le monde, faisons une place meilleure pour le monde. Michael y était très investi dans plein de fondations. Son fils d'ailleurs a repris ça en créant une association qui s'appelle Heal LA, donc Sauvons Los Angeles. Donc il vient en aide aux sans domicile fixe de Los Angeles. Voilà, mais au-delà de ça, c'est une chanson en soi-même qui est émouvante. Ça rappelle un petit peu Gone Too Soon ou Will You Be There. Il y a un petit côté gospel, il y a un petit côté... voilà, c'est des chansons émouvantes, mais qui vont vers la positivité quand même au final. Donc voilà, donc une chanson voilà, très marquante, et donc vous l'aurez compris, c'est la première rupture de l'album, c'est-à-dire que les 6 premières chansons, c'est que des chansons up-tempo, on pourrait dire presque dance, hein, parce que c'est costaud quand même comme rythme. Et là, à partir de la 7e chanson, on rentre dans moi je dirais la 2e phase de l'album, avec des choses plus contrastées. Donc on rentre dans un album avec un message aussi, quoi. Voilà. Donc et toutes les chansons d'après sont très fortes et très contrastées, et c'est ce qui donne en même temps le piment de l'album et son intérêt. Alors donc on continue la 2e partie de l'album avec donc Black or White, donc une des chansons les plus mythiques de l'album et de Michael Jackson aussi, parce que même pour moi c'est vraiment... je me demande si je devais choisir une seule chanson de Michael Jackson, je pense que je choisirais cette chanson-là. Donc le premier single de l'album, donc je vous l'ai dit, qui est sorti juste un petit peu avant l'album. Un des clips les plus incroyables de Michael Jackson, des plus incroyables de l'histoire des clips vidéo. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, alors il faut savoir que le clip a été réalisé par John Landis, qui avait aussi réalisé Thriller. Donc on est vraiment dans voilà, cette ambition de créer pour Michael, encore une fois, un clip qui va marquer les esprits. Il y a des effets de morphing, c'était la première fois que c'était utilisé dans un clip vidéo. Et d'ailleurs, ça n'a quasiment jamais été réutilisé par d'autres artistes. Et ce que je trouve génial dans cette chanson, c'est que ça répond à la controverse critique qui était faite à Michael Jackson dans les années 80-90, qui était de dire est-ce qu'il est noir ou blanc? Eh bien, il répond, ça n'a aucune importance que je sois noir ou blanc. Si vous jugez les gens pour leur couleur de peau, vous n'êtes pas mon ami. Donc voilà. Une chanson avec une intro géniale, illustrée dans le clip par Macaulay Culkin. Donc on a un gamin qui écoute du rock et son père qui lui demande d'éteindre la musique, et lui qui met la musique encore plus fort, et donc la chanson Black or White qui démarre sur ça. Donc dans le clip c'est illustré avec toute une intro comme dans un film, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose de très marrant en fait. Il y a beaucoup d'humour dans cette introduction. Voilà. Après, la chanson elle a un petit côté pop rock plus que le reste de l'album. C'est un tube, quoi. C'est un tube indémodable, je trouve. Voilà, une des chansons les plus réussies. Je regarde si j'ai la durée de la chanson. Oui, en single ça dure 3:22, mais c'est beaucoup plus long sur l'album. Donc le clip, ouais, extraordinaire. On voit Michael Jackson qui voyage dans le monde entier, dans plein de situations. Donc là aussi je mettrai le lien parce que c'est vraiment un clip à voir. Donc voilà pour Black or White, illustré par un zèbre. Voilà, une chanson assez incroyable. Ensuite, on a des chansons donc plus contrastées, un petit peu plus mélancoliques, plus sombres. On a Who Is It et Give It To Me. Who Is It, une chanson que j'adore, qui est sortie en single avec un très beau clip.
C'est une chanson qui parle plutôt, je pense, de la jalousie en fait. Euh, donc c'est Michael qui se demande si euh, sa compagne ne le trompe pas avec quelqu'un et qui ça pourrait être. Voilà, une chanson écrite et composée par Michael comme la majorité des titres de l'album. L'intérêt, c'est surtout musicalement le fait que on est dans quelque chose de plus rock, de plus sombre, de plus sophistiqué. Donc c'est vraiment une super belle chanson. Voilà, une magnifique chanson. Ensuite, Give It To Me. Donc Give It To Me, là encore c'est une chanson encore plus complexe, encore plus sombre, avec du rock aussi. Donc si je me trompe pas, on a Slash de Guns N' Roses qui intervient dans la chanson. Bon, c'est pas la première fois, hein, depuis les années 80, depuis Thriller, Michael Jackson fait régulièrement des featuring avec des rockers pour avoir une guitare électrique, un son rock qui soit vraiment authentique, quoi. Give It To Me, c'est toujours cette thématique de... Là, c'est plutôt de céder à la tentation, clairement, hein. Mais en même temps, il y a quelque chose de très sombre, donc on devine une sorte de culpabilité chez Michael Jackson de tomber dans la tentation sexuelle, j'ai envie de dire. Euh, voilà, il y a quelque chose de toujours ces mêmes histoires de femmes séductrices, mystérieuses, un peu ensorceleuses, voilà. Euh, une chanson, mais le plus gros intérêt c'est plutôt que c'est la chanson un peu rock de l'album. Donc quelque part ça rappelle un peu Dirty Diana. Mais je crois que je préfère cette chanson-là. Donc ensuite on passe à Will You Be There. Donc après on a des chansons plus des ballades, des chansons plus dans l'émotion. Will You Be There, je crois que j'ai pris quelques notes. Donc déjà on a une intro symphonique qui est inspirée de Beethoven, qui est super belle. C'est la BO du film Sauver Willy. Et c'est une chanson qui dure 7 minutes 40, mais encore une fois, franchement, on s'en rend pas compte, quoi, tellement c'est bien mixé, tellement c'est bien fait. Moi, j'interprète le texte comme Michael qui demande de l'aide à un ange, à son ange gardien peut-être. Et dedans, il dit I'm only human. Donc c'est vraiment, il dit voilà, c'est quoi ce destin que vous m'avez foutu, aidez-moi parce que je sais pas si je vais tenir la route, quoi, voilà. Donc là, on est vraiment dans la mystique de Jackson, hein, qui est présente dans beaucoup de chansons. Il y a les chœurs qui évoquent les anges, qui sont en train de l'aider, de le porter. Euh, donc c'est vraiment une chanson magnifique. Moi, je pense que ça aurait pu être tout aussi bien la dernière chanson de l'album, mais bon, enfin, c'est question de point de vue. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les chansons après qui arrivent, à chaque fois on se dit ah mon dieu c'est la meilleure chanson de l'album et puis celle d'après ah non c'est celle-là la meilleure. Il y a vraiment c'est un gospel on peut dire Will You Be There. Ensuite pareil dans le même état d'esprit mais sans que ça pose problème hein, Keep the Faith. Keep the Faith c'est une chanson aussi bon, vous comprenez donc garde la foi donc c'est une chanson aussi un peu gospel mais plus pop plus dynamique plus positif, qui est plus un message à tout le monde, un petit peu comme Hero de Mariah Carey à l'époque. Donc c'est vraiment des chansons qui mélangent la notion de pop et de gospel. Euh, Qu'est-ce que j'ai... Oui, c'est très énergisant. Ah oui, et ça a été écrit avec Siedah Garrett. Et Michael avait travaillé avec elle pour Man in the Mirror. Euh, et donc voilà, c'est une très belle chanson, une chanson très positive, et hors du temps en fait, parce que ça fait pas spécialement années 90 quoi. C'est une chanson qui a bien vieilli. Ensuite on a Gone Too Soon. Alors là c'est une reprise bizarrement. C'est une des rares chansons que Michael n'a pas écrit. C'est une chanson, c'est une ballade très émouvante, un peu triste on peut dire, d'autant plus que c'était dédié à Ryan White, donc qui est un jeune homme qui est mort à 18 ans,
que Michael connaissait. Et, en fait, voilà, il a voulu lui rendre hommage et il a trouvé que cette chanson était bien adaptée. C'est pas une chanson qui était connue, mais c'était une chanson qui avait déjà été enregistrée. Euh, c'est une chanson qui a un côté très enfantin, très innocent, très doux. Mais bon, c'est assez poignant quand on sait que c'est dédié à quelqu'un qui est mort très jeune. Donc voilà, c'est vraiment la balade avec Kids the World, c'est les deux balades vraiment de l'album. Et ensuite, donc on a Dangerous, qui est vraiment le morceau final, et qui est pour le coup un retour aux chansons New Jack R&B du début de l'album. Donc c'est une chanson très efficace qu'on aurait pu imaginer dans les premières chansons de l'album. Là, ils ont fait un petit dessin avec le texte, c'est rigolo. Euh, Toujours la même histoire d'une femme dangereuse. Voilà, on pourrait croire que Michael dit que c'est lui qui est dangereux, comme il avait dit que c'était lui qui était bad avant. Mais non, en fait, c'est une histoire sur une femme tentatrice. Toujours ce rapport très compliqué aux histoires d'amour. Euh, une femme qui lui pique son argent, qui le manipule et tout. Donc ça fait penser à Billie Jean, ça fait penser à toutes les chansons comme ça. Et sur la pochette de l'album, vous remarquerez que Dangerous est écrit dans ce qui pourrait apparaître le vrai monde en fait. Parce que c'est comme si la devanture, c'était l'univers de Michael Jackson. Et à l'intérieur, après, on voit la planète Terre, donc c'est la folie du monde réel, peut-être du capitalisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit vraiment que Dangerous c'est écrit dans cette partie-là, et c'est pas écrit dans la façade où il y a. Donc finalement, Michael Jackson il se dissocie quand même de cette idée de danger. Euh, donc voilà. Dangerous c'est une chanson aussi très efficace et je crois que c'est sorti quand même en édition très très limitée en single. Donc voilà, une chanson très réussie, mais c'est vrai que je dois dire que c'est un petit peu étrange que ce soit la dernière chanson de l'album. Il faut savoir qu'il y a plein de chansons qui ont été enregistrées pour cet album mais qui n'ont pas été finalisées, mais qui sont sorties par la suite. Donc en fait, s'il y avait toutes les chansons de l'album, il y aurait au moins 20 titres, quoi, quelque chose comme ça. Mais c'est bien qu'il n'y en ait pas plus. Mais c'est vrai que moi, j'avoue, comme j'aime bien me poser la question de comment je ferais le tracklisting, j'aurais plutôt mis Will You Be There ou Keep the Faith comme dernière chanson, et Dangerous, je l'aurais mis après Black or White par exemple, quelque chose comme ça. Euh, voilà, j'aurais bien vu quelque chose de cet ordre-là. Je vais vous parler un petit peu de l'esthétique aussi de la pochette. Donc pour finir, la pochette de l'album qui est très complexe, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai découvert et comment j'interprète cette pochette. Une chose intéressante, c'est que le monsieur qu'on voit ici, c'est Monsieur Barnum, donc, qui était le créateur des cirques Barnum au 19e siècle et qui avait créé les freak shows. Donc c'est un personnage assez ambigu. C'est voilà, c'est assez étonnant qu'il ait choisi de mettre ce personnage en premier plan. Une chose qui est intéressante, c'est que Michael est représenté à plusieurs reprises. Il est représenté donc avec ses yeux là dans une version plus moderne, qu'on retrouve également sur cette pochette là, mais sans la mèche de cheveux. On le voit enfant dans une barque, donc à l'époque des Jackson 5, et puis on l'aperçoit en tout petit sur une colonne à l'époque de Thriller. Donc si on regarde bien, il est représenté 3 fois sur la pochette. Ensuite, tout un bestiaire d'animaux extraordinaires. Donc ce qui est assez sympa, c'est le roi qui est un chien et la reine qui est un oiseau. Donc après on a le pan qui est un des animaux préférés de Michael Jackson qui intervient beaucoup dans son univers visuel. On a des éléphants, on a des singes aussi. On sait que Michael avait des singes qui étaient très fans de singes, donc il y a le singe tout en haut. C'est peut-être sûrement inspiré du singe qu'il avait lui-même. On a des éléphants, on a un petit singe volant qui est un peu inspiré du magicien d'Oz.
Ah oui, ça j'aime beaucoup aussi, on a un enfant noir et blanc. Je pense, donc c'est lié à Black or White, la chanson, mais je pense que c'est aussi une façon de lui, comment il se vivait. Toute cette thématique de noir et blanc, c'est vraiment une thématique récurrente dans la vie de Michael Jackson. Donc on sait qu'il avait une maladie de peau qui est connue, dont on parle beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. Il y a un auteur français qui parle de Michael et qui dit que en fait, ce qu'il incarnait, c'était l'idée de la métamorphose, et je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'il voulait aller le plus loin possible dans la métamorphose, et clairement, à l'époque de Dangerous, sa métamorphose atteint son aboutissement dans les années qui suivent. La typo aussi est différente sur les titres là, de ce qu'on voit dans le CD. Il y a cette typo là. Moi je préfère honnêtement la typo du CD que celle de la pochette de l'album. Mais voilà. Mais bon, les pochettes de disques de Michael Jackson sont toujours assez incroyables, hein, de toute manière, toute époque confondue. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je commente d'autres albums de Michael, parce que j'en ai pas mal, ou de la famille Jackson, puisque j'ai des albums et des singles de tous les membres, frères et sœurs de la famille Jackson. Bah écoutez, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Alors, est-ce que Dangerous est le meilleur album des années 90? Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est le meilleur album de Michael Jackson dans les années 90. Et par rapport aux albums de pop music, je pense que Dangerous est clairement dans les meilleurs albums des années 90, parce qu'il y a un son tellement futuriste qu'en fait ça définit beaucoup ce qui va se passer par la suite. Donc voilà. Et dans la carrière de Michael, moi j'aurais tendance à dire que ça fait vraiment partie des meilleurs albums de Michael. Je pense que pour moi c'est son album Testament en fait. C'est son album le plus qui résume le mieux tout ce qu'il a fait, quel était son projet musical. En fait, je pense que voilà, c'est vraiment un album. Si on connaît, enfin, je vois pas qui ne connaîtrait pas Michael Jackson, à part peut-être les plus jeunes. Bah, moi, je vous conseillerais de commencer par Dangerous. Voilà, et bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.